5 jours avant Noël, la maison sentait déjà la cannelle, le pelage et la joie artificielle. Je m'en souviens, car je venais de terminer de mettre les bûches dans la cheminée, d'ajuster les chaussettes comme si c'était important, et de garnir les mugs de chantilly, 2 pour elle, 1 pour moi, un avec des guimauves pour l'invité que je ne voulais pas. J'équilibrais le plateau d'une main et éteignais la lumière du couloir de l'autre quand je l'ai entendu rire. Delila, ma femme. Léger et confiant, ce rire particulier qu'elle réservait à Bianca, sa meilleure amie et son ombre venimeuse. Il résonna dans le salon comme une cloche sonnée trop fort. Puis vint la voix de Bianca, plus grave, chargée de vin, et pleine de cette arrogance que seule une personne protégée par l'illusion de l'intimité ose déchaîner. « Mais YI pleure quand on rend les journaux, dit-elle. Et je me suis arrêté. Il n'y a pas eu de fracas dramatique. Pas de mug renversé ni de porcelaine brisée. Je n'ai pas halté. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je suis resté là, à 3 mètres de moi, figé dans la pénombre du couloir, comme un machiniste qui aurait accidentellement atterri au milieu d'une scène qu'il n'était pas censé voir. Dans la lueur du salon, leur silhouette vacillait. Delila était recroquevillée sur le canapé en velours, vêtue de son pull crème préféré. Bianca était affalée à côté d'elle, une jambe repliée, du vin rouge coulant dans un verre sans pied. Les hommes sont si prévisibles. Delila a ri comme la chute d'une blague qu'ils avaient répétée. Ma femme riait à l'idée de me remettre les papiers du divorce comme si c'était une farce, comme si me voir m'effondrer était le final d'une vieille blague. Les marshmallows ont commencé à fondre plus vite qu'ils n'auraient dû. La chaleur s'est lentement infiltrée à travers la céramique jusqu'au bout de mes doigts. Mes bras sont restés immobiles, raides. Le plateau flottait juste au-dessus de ma taille comme suspendu à un fil invisible. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est arrêté, respirant, bougeant, croyant. Je n'étais même pas sûr de cligner des yeux. Je ne voulais rien rater. Et ils continuèrent. On l'emballait? On le mettait sous le sapin avec une petite étiquette. Bianca demanda, douceur factice qui dégoulinait de chaque syllabe. À Adrien, de la part de ta bien-aimée, bientôt ex-femme. Ils éclatèrent tous les deux d'un rire fort et sans filtre. Le genre de rire qui emplit une pièce et vide quelque chose en vous en même temps. Mon nom dans sa bouche comme s'il ne voulait rien dire. Ma présence réduite à une caricature. Mon rôle dans sa vie rejeté avec la même cruauté désinvolte qu'on jette du papier cadeau. Je reculais lentement, silencieusement, comme si reculer effacerait ce que j'avais entendu. Le plateau ne tinta pas. Mes pas ne grincèrent pas. Je tournai les talons et me dirigeai vers la cuisine. Chaque pas me donnait l'impression de traîner une version différente de moi-même. Le mari fidèle, le partenaire patient, l'homme qui ignorait les insultes discrètes et jouait le jeu du sarcasme lors des dîners. L'homme qui se disait qu'elle était juste fatiguée, stressée, compliquée. Je posai le plateau sur le comptoir, laissant les tasses s'entrechoquer doucement. La crème fouettée avait commencé à fondre, glissant sur les parois en traînées sucrées et paresseuses. Je la fixai une seconde, puis attrapai la tasse la plus proche et la jetai dans l'évier. Puis une autre, puis une autre. Regarder le cacao tourbillonner dans l'évier était étrangement satisfaisant. La dernière tasse que je gardais, celle que je m'étais faite. Je la serrai des 2 mains comme si c'était la seule chose chaude qui me restait. Je les entendais encore rire. Le son traversa les murs comme une trahison porte des bottes. Chaque mot qui suivit était désormais étouffé, moins distinct. Mais le mal était fait. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une taquinerie. C'était une clarté déguisée en esprit de fête. Ils avaient tout prévu. Ma femme, celle qui disait, toujours devant nos familles, qui me serrait la main pendant les orages et signait nos cartes d'anniversaire avec des petits cœurs griffonnés. Elle comptait me détruire comme une pièce de théâtre. Et elle invitait un public. Je ne ressentais pas de colère. Pas encore. C'était quelque chose de plus calme, de plus froid, comme si mon sang avait ralenti, essayant d'assimiler une nouvelle réalité. Un battement à la fois. Je m'appuyais contre le comptoir et regardais par la fenêtre de la cuisine. Les lumières du jardin scintillaient faiblement sur l'herbe saupoudrée de neige. Notre chien était mort au printemps dernier. Delila n'en voulait plus. Il disait que la maison était trop animée pour un animal de compagnie, mais maintenant, elle semblait vide. J'entendais le vide dans le silence entre leurs rires. Une photo sur le réfrigérateur a attiré mon attention. Nous, à Paris, il y a 3 ans, je me souvenais de l'homme sur cette photo.
Je me souvenais comme il la serrait fort par la taille, comme il était convaincu que l'amour était synonyme de persévérance. Je regardais son visage maintenant et tout ce que je voyais, c'était un homme accroché à une histoire que quelqu'un d'autre avait arrêté de lire. Il ne savait pas que j'étais à 3 mètres. Il ne savait pas que j'avais tout entendu et que je n'avais pas l'intention de leur dire. Pas encore. Pas avec la chaleur. Pas en criant. Ce n'était pas moi. Delilah disait toujours que j'étais calme. Que je ne faisais pas de vagues. Ce qu'elle n'avait jamais compris, c'est que l'eau stagnante n'est pas vide. Elle est profonde. Et quand elle commence à bouger, elle n'éclabousse pas. Elle avale. Alors, j'ai bu mon chocolat lentement, pensivement, puis je suis allé au garage, passant devant le salon où il sirotait encore et complotait, le visage masqué par un silence neutre. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai même pas jeté un coup d'œil dans leur direction. Delilah a crié quelque chose comme quoi il fallait des marshmallows supplémentaires. Sa voix était claire et désemparée. J'ai hoché la tête. Ou peut-être pas. Peut-être que j'ai juste continué à marcher. L'air froid m'a frappé en ouvrant la porte du garage. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ils avaient écrit la première page de leur trahison. Je venais d'ouvrir une nouvelle page. Mais elle n'avait pas commencé cette nuit-là, dans le couloir. C'est à ce moment-là que le silence en moi avait enfin trouvé sa voie. Notre démêlage, Delilah et moi, avait commencé bien avant, par de brefs instants qui ne semblaient rien au premier abord. Un regard trop long sur son téléphone pendant que je parlais. Un soupir quand j'évoquais mes rêves, mais la plupart du temps, cela prenait la forme de blagues. Le genre qu'elle faisait devant ses amis. Discuter pendant 2 heures sans même nous rendre compte du temps. Elle ne sait pas tout. Pas encore, mais elle en sait assez. Et elle écoute avec cette curiosité discrète qui vous donne l'impression d'être vu, non étudié. Nous y allons doucement, non par peur, mais parce que nous ne sommes pas dans une course. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, juste des pages qui se tournent ensemble. Et la maison, elle est à moi maintenant. Pas seulement légalement, mais spirituellement. J'ai repeint la porte d'entrée, changé les serrures. J'ai accroché de nouvelles œuvres d'art qui parlent au lieu de simplement frimer. Je n'évite plus la salle à manger. Je m'y assois le dimanche avec du jazz à fond et rien sur mon agenda. Les bougies scintillent toujours, mais maintenant elles scintillent pour la chaleur, non pour la guerre. La paix, j'ai appris, n'est pas bruyante. Elle ne s'annonce pas par de grands gestes ou des moments dramatiques. Elle s'infiltre doucement. Elle bourdonne en arrière-plan. Elle persiste dans les espaces autrefois bruyants. C'est le son d'un réveil sans appréhension. Le rythme d'une respiration profonde sans se demander quelle tempête va suivre. C'est le son d'un homme sous-estimé, rejeté, et trahi, mais jamais détruit. L'homme dont il pariait qu'il s'effondrerait, il ne s'est pas effondré. Il a signé le papier, a souri à la performance et leur a tendu un rappel emballé de ce qu'ils avaient mal jugé. Ne pariez jamais contre les calmes. Lors de dîners où la lumière était tamisée et où le vin faisait rire tout le monde. Tu sais que je pourrais te quitter demain, non, disait-elle avec un sourire de reine. Ses yeux scrutaient la pièce à la recherche d'une réaction. Les gens riaient. Toujours. Ses amis, les miens, même moi. Je riais comme si ça ne me touchait pas systématiquement. Comme si ça ne creusait pas quelque chose en moi. La première fois qu'elle l'a dit, j'ai cru qu'elle était ivre, fatiguée ou qu'elle essayait de me faire sortir de mes gonds, mais ça n'a pas arrêté. Différentes variantes, même chute. Ne me donne pas de raison de changer de sujet, disait-elle pendant que je débarrassais les assiettes. Ou alors, c'est pour ça que les femmes ont des réserves. Quand j'oubliais une course, tout le monde riait parce qu'il la trouvait drôle. Et elle était vive, charmante, naturelle. Delilah avait ce genre d'esprit qui la faisait devenir le centre de toutes les attentions sans hausser le ton. Mais j'étais toujours la chute. Je ne savais pas quand je l'étais devenue. Je ne l'ai réalisé que lorsque j'ai cessé de reconnaître l'homme dont elle plaisantait. J'étais fier de la vie que nous avions construite. De la maison avec ses planchers qui grinçaient et des œuvres d'art qu'elle insistait pour que nous accrochions dans l'entrée. Le samedi matin, on faisait les courses, on comparait les grains de café et on se disputait pour savoir si le lait d'amande valait le coup. Je pensais que c'était la normalité durement gagnée que les gens enviaient. Mais à un moment donné, elle a cessé de me voir comme son partenaire et a commencé à me voir comme le poids qu'elle portait. Elle n'avait pas besoin de crier.
Elle ne jetait rien. Delila avait le don de vous blesser sans même hausser le ton. Un simple regard, un sourire narquois bien placé, un geste dédaigneux de la main qui me donnait l'impression d'être un instrument fade dans son orchestre d'amis raffinés. Cela m'épuisait lentement. Je me levais tôt, lui préparais un café comme elle l'aimait, saupoudré de cannelle, de sucre, sans crème, et le laissais sur la table de nuit. Elle le sirotait, peut-être pas, sans jamais me remercier. Elle commença à passer plus de nuits à réseauter, portant des robes qui me faisaient admirativer, mais qui me regardaient d'un air absent. Quand je lui demandais comment s'était passée sa nuit, elle répondait « bien » et changeait de sujet. C'était toujours bien, toujours détourné. J'ai arrêté d'insister. Je me disais que le mariage avec les saisons, certaines lumineuses, d'autres froides, passerait aussi. Mais quand le froid s'étend sur des années, on cesse de prétendre que c'est la météo, que c'est le climat, permanent. Je me souviens d'une soirée particulière au début de l'automne. Nous étions chez Bianca, un dîner sur le toit avec guirlandes lumineuses et repas préparés par un traiteur, les visages habituels. Bianca, son fiancé, bien qu'il ne soit pas resté longtemps, et quelques collègues de Delila, de l'association qu'elle présidait. Nous étions tous assis, verre de vin levé pour trinquer, et quelqu'un nous avait demandé comment nous avions fait pour que notre mariage dure aussi longtemps. Il n'imagine pas à quel point il est remplaçable, dit Delila en souriant par-dessus son verre. C'est ça, le vrai secret. La table éclata de rire. Je ris aussi, même si quelque chose dans ma poitrine se brisa si doucement que je le remarquai à peine. Elle me serra le genou sous la table comme si c'était un signe d'affection, mais cela ressemblait plus à de la possession ou de la pitié. Je ne dis rien ce soir-là. Je restai silencieux pendant des mois, car comment confronter quelqu'un à propos d'une blague, d'une remarque qui est censée piquer mais ne laisse aucune trace visible? J'ai essayé une fois. On était au lit, elle consultait son téléphone et je lui ai demandé gentiment pourquoi elle plaisantait toujours sur le fait de me quitter. Elle n'a même pas levé les yeux. « Oh mon Dieu, tu es sérieuse ?» a-t-elle dit en riant. « Tu sais que je plaisante. Arrête d'être si susceptible. » Ce mot, sensible. Comme si la voir s'éloigner était une faiblesse. Comme si être blessé par ce lent retrait de l'amour était un défaut de ma masculinité. J'ai laissé tomber. Je l'ai toujours fait. Il y a eu des moments où j'ai essayé d'être ce qu'elle voulait. Plus affirmé, plus distant, plus masculin, avec cette manière superficielle et polie dont ses amis décrivaient l'homme idéal. J'ai commencé à aller plus souvent à la salle de sport. J'ai arrêté de trop expliquer les choses. J'ai appris à me taire quand elle se moquait de quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis devenu la version de moi-même dont on ne se moquerait pas. Mais ça n'a rien changé. Elle a juste ajusté son humour pour correspondre à la nouvelle version de moi. Au lieu de me traiter de douce, elle me traitait de fausse. Oh, regarde-toi, monsieur stoïque. Qui essaies-tu d'impressionner? Je n'ai pas répondu. Je n'arrêtais pas de plier le linge. C'est étrange comme l'amour s'estompe. Il ne s'éteint pas d'un coup. Il s'écaille par couches comme de la vieille peinture. Un instant, on partage des rêves dans le noir. Et l'instant d'après, on partage le silence autour d'une table. Tous deux, à faire défiler vos téléphones, attendant que l'autre prenne la parole. J'ai commencé à me rétrécir en sa présence. Non pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que chaque blague creusait un peu plus ma confiance en moi. Et elle était toujours en train de se produire, même sans public. Surtout à ce moment-là. Les gens autour de nous voyaient la version soignée de Delila. La femme généreuse, vive d'esprit, accomplie, avec un mari qui l'adorait. Je jouais mon rôle, je tenais son manteau, je souriais sur les photos, je riais quand on me le demandait. Elle était charmante en public, calculée en privé. C'est cette version d'elle qu'on applaudissait. Mais derrière les portes closes, lorsque les lumières s'éteignaient et que la foule disparaissait, il n'y avait plus d'applaudissements. Juste de l'air froid et le son de son rire résonnant dans ma mémoire comme le fantôme d'une vie qui n'était plus la mienne. Ça n'avait pas commencé cette nuit-là, dans le couloir. Cette nuit-là n'avait fait que confirmer en morceaux ce que je savais déjà. Que l'amour auquel je m'étais accroché était une illusion qu'elle ne prenait plus la peine d'entretenir. Et les blagues, ce n'étaient pas des blagues. C'étaient des répétitions, des échauffements pour le spectacle qu'il préparait. Le jour où il me tendrait des papiers comme un accessoire et s'attendrait à des larmes pour leur amusement. Mais je ne pleurais pas. J'écoutais, j'apprenais, je collectionnais les moments comme de l'argent. La blague n'était plus drôle,
et je ne riais plus. C'était le genre de soirée qui donnait aux riches l'impression d'être des rois. Gala sur les toits, tour de champagne, et lumière qui adoucissait tout, même les mensonges. Je me souviens du ciel, noir d'encre et sans nuages, au-dessus de nous. Une étendue de velours découpée par le scintillement des étoiles de la ville et le murmure de la musique d'un quatuor hors de prise engagé pour nous donner l'impression d'être cultivés. Delila flottait dans la foule comme si l'air lui appartenait, enveloppé dans une robe émeraude profonde qui correspondait parfaitement à ses intentions. J'étais en tailleur, son choix, bien sûr, tenant son manteau, hochant la tête à des noms dont je ne me souciais pas de me souvenir. Elle aimait ces événements. Elle aimait être vue. J'étais en retrait. Le mari d'écurie, l'accessoire qui ne parlait pas trop. Elle avait bu trop de champagne quand nous avons retrouvé notre table. Elle riait trop fort, se penchait trop près de chaque homme autre que moi. Je n'ai pas dit un mot. Je le faisais rarement dans ces endroits. Dire moins était plus prudent, mais ses yeux pétillaient d'une amertume plus prononcée que l'alcool. Elle m'avait lancé des piques toute la soirée, des petites, du genre qu'on ne peut pas lancer sans avoir l'air d'exagérer. Quand je lui ai apporté un verre frais, elle a haussé un sourcil et a dit, « J'essaie encore de marquer des points. » « Adrien, tu es tellement prévisible. » « Je suis poli, » ai-je dit en souriant. « Tu aimais ça chez moi. » Elle renifla et se tourna vers Bianca, qui nous avait rejoints en milieu de soirée avec un autre homme à son bras. Il pense que la constance est un trait de personnalité. Delila chuchota assez fort pour que je l'entende. Bianca rit. Bien sûr, elle le faisait toujours quand il s'agissait de me démolir. Je ne bronchais pas. Je pris une serviette à cocktail, de quoi occuper mes mains pour ne pas les serrer en poing. Tu dis toujours qu'il serait facile de partir, dis-je d'une voix calme et mesurée. Pourquoi ne pas officialiser ça alors? Tu veux tellement partir. On pourrait peut-être rédiger un contrat de mariage. Sois clair quand tu le feras. Delila cligna des yeux, prise au dépourvu l'espace d'une seconde. Puis ses lèvres se tordirent en un sourire. Celui qu'elle utilisait pour se moquer de moi sans trop bouger les lèvres. Oh, regarde-toi, dit-elle en attrapant la serviette que je tenais. Tellement théâtrale. Tu veux un contrat de mariage? D'accord. Elle sortit une épingle de sa pochette, une de ces élégantes épingles dorées qu'elle portait toujours sur elle pour les moments d'inspiration, et griffonna son nom sur la serviette comme si c'était un défi. Les lettres étaient nettes, rapides, comme si elle ne voulait pas ralentir. Puis elle me la tendit et dit, encadre-la. Mets-la dans ton petit coin d'homme, à côté de tes trophées de participation. Je ne l'encadrai pas, mais je la pris. Je la pliai comme si elle était en soie et la glissai dans la poche de ma veste, juste à côté du bouton de manchette qu'elle m'avait offert pour son 5e anniversaire, celui qu'elle prétendait avoir choisi elle-même, mais sur le reçu il y avait le nom de son assistante. Je ne dis rien non plus. J'acquiesçai simplement et levai mon verre à sa santé, à l'honnêteté, dis-je. Elle leva les yeux au ciel. Le lendemain matin, alors qu'elle dormait encore dans notre lit, emmitouflée dans des draps de créateur qu'elle avait un jour jugés trop élégants pour les gens ordinaires, j'apportai la serviette à Marcus. Il était la seule personne à qui je faisais confiance pour ça. Marcus, mon ami de fac, calme et perspicace, s'était forgé une réputation d'avocat d'affaires parmi les plus discrets et méticuleux de la ville. Il ne posa pas de questions. Il regarda la serviette, haussa un sourcil et dit, « Tu veux vraiment faire ça ?» Elle la signa devant témoin. Je répondis. Il hocha la tête. C'est suffisant pour commencer. Mais si on fait ça, on le renforce correctement. On ne laisse aucune place à l'interprétation. On le rend inviolable. Je le disais, et il le fit. Nous rédigeâmes un accord complet, solide et précis. La signature de Delila, même sur ce papier fragile, nous laissait une ouverture. Marcus s'en servit pour rédiger un document sans faille, sans marge de manœuvre, sans clause manipulable. Il le fit authentifier. Nous suivions scrupuleusement le protocole. La serviette devint un point d'ancrage et l'accord un bouclier. Pour une fois, j'avais un moyen de pression. Pour une fois, elle ne pouvait pas se tirer d'affaire en riant. De retour à la maison, Delila ne me demanda jamais ce que j'avais fait de la serviette. Elle avait probablement oublié. Elle était comme ça avec les choses qui lui semblaient sans importance. Les gens aussi. Elle évoluait dans le monde en pensant que rien ne lui collerait jamais. Ce charme était l'immunité. Cette beauté pouvait effacer les reproches. Je la laissais croire cela.
Je la laissais vivre dans l'illusion que j'étais toujours l'homme qui se tenait tranquillement derrière elle, encaissant les coups avec un sourire. Je n'ai pas changé mes habitudes. Je lui ai fait du café. Je l'ai embrassée sur la joue avant de partir travailler. Je l'ai complimentée sur ses tenues même quand elle ne me le demandait pas. J'ai joué mon rôle parce que j'avais besoin qu'elle croie que j'étais toujours le même homme qu'elle trouvait trop faible pour riposter. Mais quelque chose avait changé en moi. Cette serviette, ce moment, n'était pas seulement une démarche légale. C'était la première décision que j'avais prise sans son ombre. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas vengeur. J'étais éveillé. Et une fois réveillé, impossible de se rendormir. Chaque dîner après ça, chaque remarque sarcastique, chaque rire fin, je les ai classés, non pas comme une douleur, mais comme une preuve. J'ai commencé à la regarder différemment, non pas comme ma femme, mais comme un personnage d'une pièce que j'en avais assez de regarder. Elle a fini par remarquer quelque chose. Un soir, elle m'a demandé pourquoi je ne la touchais plus autant. « Est-ce que je ne t'excite plus » a-t-elle demandé, les lèvres pincées d'une fausse inquiétude. « C'est toujours le cas » ai-je dit en souriant. « Je pense juste que certaines choses méritent d'être conservées. » Elle a ri. « Depuis quand es-tu si énigmatique ?» J'ai haussé les épaules. « Peut-être que j'apprends de toi. » Cela l'a fait taire un moment. Et j'ai continué à bouger, silencieux, précis, comme Marcus me l'avait appris. La serviette était alors rangée dans une boîte ignifuge. Le contrat sauvegardé et classé, des copies notariées dans des dossiers sécurisés, et une autre envoyée par courrier à mon cousin à Phoenix pour qu'il la garde en lieu sûr. Je ne me préparais pas à une bagarre. Je me préparais à sa performance, car s'il y a une chose que je savais de Delilah, c'est qu'elle ne pouvait s'empêcher de faire un spectacle de n'importe quoi. Et quand vint le moment où elle sortit cette enveloppe avec son sourire suffisant et s'attendit à ce que je la plie, je voulais être prêt. Elle pensait que cette serviette était une blague, une provocation, une façon de me rabaisser. Ce qu'elle ignorait, c'est que c'était la dernière fois qu'elle aurait le dessus. Tout commença avec un petit carnet noir que j'avais acheté à la quincaillerie. Un format de poche avec une couverture éraflée et des pages à peine lignées qui sentaient le caoutchouc et la poussière. J'ai dit à Delilah que je réparais les étagères du garage ce week-end-là. Elle ne leva pas les yeux de son téléphone, se contentant d'un geste de la main, n'oublie pas de déplacer les cartons contenant mes affaires du gala de charité. J'ai besoin de place pour les centres de table. C'était sa priorité. Les centres de table du gala. La mienne, c'était enfin affronter la réalité que j'avais ignorée. Je glissai le journal derrière mon armoire à outils, dans le coin le plus éloigné, là où la lumière n'atteignait pas tout à fait. Chaque fois que je rentrais dans ce garage après ce jour-là, je ne réparais pas les étagères. Je préparais mon avenir. Chaque remarque cruelle dont elle pensait que je ne me souviendrais pas. Chaque regard en coin qu'elle lançait quand je parlais trop longtemps au dîner. Chaque fois qu'elle rentrait avec 2 heures de retard de sa réunion sans même un texto, je notais tout. La première entrée était courte. Bianca et Delilah. 20 décembre. Je parie qu'il pleure quand on lui tend les papiers. Entendu du couloir. Aucune idée que j'étais là. Ça avait l'air si propre et anodin sur le papier. Tellement clinique, mais je ressentais encore la douleur de cette nuit-là à chaque relecture. Je ne laissais pas la colère prendre le dessus. Je me contentais de documenter. C'est ce que Marcus m'avait dit. Restez factuel. Pensez comme un avocat. L'émotion est valable, mais les faits gagnent les batailles. Alors j'en ai pris l'habitude. Chaque entrée était datée. J'ai noté les noms, les lieux, et même la musique de fond si je m'en souvenais. J'ai commencé à discerner des schémas. La montée et la chute de son affection étaient corrélées aux événements, à l'attention, ou à la personne qu'elle essayait d'impressionner ce mois-là. Ce n'était pas seulement une question d'infidélité, même si je commençais à soupçonner qu'il y en avait aussi beaucoup. C'était une question d'érosion. Cette façon dont quelqu'un vous ronge jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus votre propre reflet sans que sa désapprobation ne le façonne. Elle se moquait de ma façon de conduire trop lentement, trop prudemment. Elle levait les yeux au ciel devant mes émissions, les appelant « la télé de papa », même si nous avions le même âge. Elle rejetait mes pensées sur l'argent, alors que c'était moi qui gérais nos factures, qui investissais, qui empêchait nos fondations de s'effondrer. Elle se qualifiait de visionnaire. J'étais le comptable, l'organisateur, celui qui maintenait les lumières allumées pendant qu'elle illuminait chaque pièce d'un éclat emprunté.
Il y avait aussi des reçus d'hôtel inexpliqués. J'ai commencé à collectionner ces petites choses. Une facture d'un hôtel boutique un mardi soir. Elle disait qu'elle avait une retraite du conseil d'administration. Une facture de livraison de fleurs sur sa carte, mais envoyée à un nom que je ne reconnaissais pas maçonne quelque chose. Je ne la confrontais pas. La confrontation la motivait. Elle retournait la situation, décelait la faiblesse dans ma voix, se moquait de mon insécurité avant même que je finisse sa phrase. Alors, j'ai juste observé, noté, stocké. Le carnet s'est rempli. J'en ai acheté un deuxième. Il y avait une sorte de liberté. Étrangement, pas de vengeance, mais de clarté. J'ai commencé à prêter attention à ses rythmes, à ses pensées. Quand elle mentait, elle touchait sa boucle d'oreille gauche. Quand elle s'ennuyait, elle cligna des yeux plus que d'habitude. Quand elle se sentait supérieure, elle faisait ce truc avec ses lèvres, les serrait et inclinait la tête comme si elle rejetait déjà ce que vous n'aviez pas encore dit. Et surtout, quand elle ne se sentait pas menacée, elle devenait négligente. Elle commençait à laisser des choses de côté. Des onglets ouverts sur l'ordinateur, des textos à moitié faits. Elle ne s'inquiétait pas, car elle ne croyait pas que je partirais un jour. Pas vraiment. Elle me trouvait trop loyal, trop doux, trop sûr de moi, comme elle me décrivait souvent. Et peut-être l'avais-je été. Pendant trop longtemps, j'ai confondu amour et endurance. Je pensais que tenir bon face aux tempêtes faisait de moi un homme. Mais l'amour n'exige pas qu'on disparaisse pour y survivre. J'ai commencé à fermer le garage à clé. Elle pensait que c'était à cause des outils. J'ai souri et hoché la tête. J'ai construit une étagère devant le compartiment secret où se trouvaient les cahiers et les impressions. Un tiroir sous le banc contenait des clés USB remplies de sauvegardes, de photos, d'historiques de messages, et même un ou deux mémos vocaux quand je les ai surpris en train de parler trop librement avec Bianca sur haut-parleur. Je ne montais pas mon dossier par méchanceté. Je le montais par nécessité. Le jour où j'ai entendu sa blague sur le fait de me couper les cheveux avant le nouvel an, je l'ai écrit en lettres capitales. Elle l'a dit au téléphone en se bouclant les cheveux dans la salle de bain. La porte entr'ouverte, sa voix résonnant sur le carrelage. Je veux une oreille nouvelle. B. Table rase. Plus de mari charitable. Je venais de lui apporter un café. Mes pas étaient si doux qu'ils ne me trahirent pas. Elle ne m'a pas vu. J'ai posé la tasse sur le comptoir et je suis parti. Ce soir-là, j'ai ajouté une nouvelle entrée au dossier. Mari charitable. Nouveau départ. Chronologie avant le 1er janvier. Et pourtant, elle m'a souri pendant le dîner comme si de rien n'était. Elle m'a dit qu'on devrait réserver quelque chose pour la Saint-Valentin. J'ai dit à ses amis que j'étais toujours aussi attentif. Dieu le bénisse. La performance était impeccable. Mais je n'étais plus dans le public. Un après-midi, alors qu'elle était sortie, j'ai traversé la maison et j'ai commencé à l'observer attentivement, remarquant ce qui m'appartenait, ce qu'elle avait apporté, ce que nous avions construit ensemble et ce que je lui avais laissé prendre. J'ai fait une liste, non par rancune, ni par division, mais pour plus de clarté. L'inventaire d'un mariage, les meubles, les livres, les comptes partagés, la voiture sur laquelle nous n'avions jamais convenu, mais elle a insisté pour qu'on achète les œuvres d'art qu'elle avait accrochées sans me le demander, les photos qu'elle refusait de mettre à jour pour que les gens se souviennent toujours de nous sous notre meilleur jour. J'ai pris des photos de tout, je les ai stockées sur un disque dur crypté. J'ai fait des copies de documents financiers, de polices d'assurance, de comptes de retraite. Je ne me préparais pas à la détruire. Je me préparais à protéger l'homme que j'étais avant qu'elle ne le ternisse. Ce jour-là, dans le miroir, j'ai vu quelqu'un de différent. Ni brisé, ni en colère, juste lucide, concentré. Il y avait un calme dans la routine maintenant. Mes soirées au garage n'étaient plus des échappatoires. C'étaient des répétitions pour la liberté. Delila ne s'en rendait jamais compte. Elle pensait que j'étais là, à réparer des choses. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Je ne construisais pas d'étagère. Je construisais une issue. Il y avait toujours quelque chose chez Bianca qui me dérangeait. Dès le premier instant où je l'ai rencontrée, la main délicatement tendue, le sourire trop large, le regard qui scrutait plutôt qu'il ne voyait, je l'ai senti. Elle était de ces personnes qui parlaient et dont les compliments, teintés de pincettes, vous donnaient l'impression d'être reconnaissant qu'elle vous tolère. Et Delila, elle, l'adorait.
Elle était suspendue à chacun de ses mots comme si Bianca détenait les secrets de l'univers. Avant, je pensais que c'était de la loyauté. Maintenant, je savais mieux. C'était une alliance, une conspiration de droit et d'ego. Bianca ne m'a jamais aimé. Elle n'a même jamais fait semblant. Peut-être parce que je n'embrassais pas sa bague comme les autres. Je ne la flattais pas. Je ne la suppliais pas d'approuver. Je ne laissais pas ses remarques acerbes couler le sang. Et pour une femme comme elle, c'était inacceptable. Son amitié avec Delilah avait une sorte d'intimité tordue. Sœur de nom, mais plus stratégique en dessous. Elles nourrissaient leur fierté mutuelle, se faisaient écho de leur fil dentaire. Bianca murmurait, et Delilah se penchait comme un évangile. Elle se moquait de moi. Ça commençait lentement, les soirs où je rentrais et entendais la fin des conversations. Leur rire, plus fort que les mots, s'interrompait dès que j'entrais dans la pièce. « Oh, parle du diable », disait Bianca avec un sourire si faux qu'il aurait dû lui fendre le visage. « On parlait justement de toi. » Puis un clin d'œil, un regard échangé avec Delilah qui en disait long. Avant, je l'ignorais. Je pensais être paranoïaque. Mais après cette nuit-là, le couloir, le plateau, les rires à propos des pleurs de Betty, j'ai tout vu clairement. Chaque instant s'est mis en place. La façon dont Bianca apportait toujours du vin, Delilah l'aimait, mais pas moi. Sa façon d'organiser des soirées entre filles aux moments les plus inopportuns, encourageant toujours Delilah à respirer. « Chérie, tu as besoin de liberté. » Ses remarques devant moi comme si je n'étais pas là. « Tu es bien trop canonne pour la vie de couple, Leia. » Où les hommes comme Adrien sont des petites piques fiables et ennuyeuses, enrobées de sucre. Mort par 1000 sourires narquois. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que Delilah lui avait écrit. C'était le passage qui me blessait le plus que tout ce que Bianca avait pu dire. Ma femme ne m'a pas défendu. Elle n'a pas pris son ami à part pour en dire assez. Elle s'est jointe à moi. Elle a ri. Elle a imité le ton de Bianca, y a ajouté sa propre cruauté, déguisée en charme insolent. C'était leur version du lien qui me rongeait. Et ils pensaient vraiment que j'étais trop aveugle pour le voir, trop gentil pour répondre. Ils ont pris mon silence pour de la faiblesse, pas pour une stratégie. Ils pensaient que je subissais juste. Mais j'observais, mémorisais, enregistrais dans des moments de calme les choses qu'ils n'auraient jamais imaginé que j'utiliserais. Et pourtant, le jeu s'intensifiait. Il devenait plus audacieux. Ils chuchotaient moins et complotaient davantage. Je les ai entendus sur haut-parleur une fois. Delilah était dans la cuisine, le téléphone posé sur l'îlot central, tandis qu'elle coupait des fraises pour un plat de brunch qu'elle n'avait jamais mangé. La voix de Bianca grésillait dans le haut-parleur, aiguë et enjouée. Il faut le faire à Noël. Sérieusement, public de théâtre. Donnez-lui l'enveloppe comme si c'était un cadeau. Observez son visage. Delilah eut un rire doux et cruel. Il va plier. Il lui demandera probablement ce qu'il a fait de mal. Je vois déjà son bégaiement. Bianca gloussa. Oh mon Dieu. Enregistrez-le, s'il vous plaît. J'en ai besoin pour ma santé mentale. Ils pariaient sur ma dépression. Ils pariaient leur joie sur mon humiliation. Ce n'était pas juste une trahison. C'était du sport. Et ils y jouaient avec du champagne, des mains et des manucures scintillant sous une douce lumière. Comme si la cruauté était une autre forme de bien-être. Je ne les ai pas interrompus. Je ne me suis même pas éclairci la gorge pour lui faire savoir que j'avais entendu. Je suis juste retourné au garage, j'ai sorti mon carnet et j'ai ajouté une nouvelle page. Plan de Noël confirmé. Delilah et Bianca. Haut-parleur. 12h22. Préparation du brunch. Citation textuelle. Donnez-lui l'enveloppe comme si c'était un cadeau. Puis j'ai sauvegardé l'enregistrement vocal sur mon disque dur crypté et j'en ai fait des sauvegardes à 2 endroits. Non par vengeance, mais parce que je savais quel genre de femmes elles étaient. Le déni serait leur première défense. La preuve serait mon bouclier. J'ai commencé à les étudier comme un soldat observe le champ de bataille. J'ai appris leur rythme. Bianca laissait toujours un commentaire après son 3e verre de vin. Delilah lui faisait toujours écho dans les 10 secondes, comme si elle avait besoin d'approbation pour sa cruauté. Bianca n'arrivait jamais les mains vides. Elle apportait distraction, perturbation, mauvais conseils déguisés en sororité. Les hommes comme Adrienne ont toujours besoin de quelque chose à gérer.
Laisse-lui le garage, bébé. C'est son petit royaume. Reste joli en haut. Delila hochait la tête, souriait et répétait plus tard comme si c'était sa pensée initiale. Ce n'était pas seulement Bianca, mais elle était l'étincelle dont Delila avait besoin pour libérer le pire d'elle-même. Seule, Delila aurait peut-être hésité, mais avec Bianca dans la pièce, elle alluma des allumettes et sourit aux flammes. Ils me sous-estimaient. Tous deux pensaient que j'étais le genre d'homme à céder à la trahison. Ils ne comprenaient pas que je m'étais entraîné à cela émotionnellement et psychologiquement pendant des années. Chaque insulte avait été du papier de verre, façonnant quelque chose de plus fort sous la surface. Je ne prévoyais pas de vengeance. Cela aurait signifié agir sous l'effet de la colère. Je n'étais pas en colère. J'étais précis, concentré. Mes plans n'impliquaient pas de disputes ou de sorties dramatiques. Ils impliquaient des clauses légales, une comptabilité judiciaire et de la patience. Ils préparaient une performance. Je préparais une conclusion. J'ai rassemblé non seulement des preuves, mais aussi un moyen de pression. J'ai mis à jour les autorisations de notre compte joint. J'ai transféré des fonds sur des comptes à mon nom uniquement. Rien d'illégal, juste des protections discrètes basées sur des conditions convenues il y a longtemps, quand elles étaient encore sincères. J'ai copié les actes de propriété. J'ai mis à jour les mots de passe. Je me suis assuré que mon nom figurait sur tout ce qui comptait. Discrètement, sans heurts, sans laisser de traces. Parce que quand on est la cible d'un jeu, la meilleure réaction n'est pas de retourner le plateau. C'est de le truquer avant même que les joueurs ne s'assoient. Et la Bianca au sourire narquois et venimeux, elle serait assise à la table quand cela arriverait. Je m'en suis assuré. Le cercle de Delila était un palais des glaces. Et Bianca était le reflet le plus important. Je la voulais là. Je la voulais au premier plan quand sa voix se briserait et que son visage s'effondrerait. Et le scénario qu'elle avait écrit commençait à se défaire ligne après ligne. Ils pensaient préparer le terrain pour mon effondrement. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà réécrit la fin. Une odeur de romarin et d'ail rôti flottait dans la maison comme si de rien n'était. La table était impeccablement dressée, parce que, bien sûr, elle l'était. Delila avait le don de transformer chaque surface en page de magazine. Des assiettes dorées, des verres en cristal qu'on ne sortait que pour les fêtes, des marque-places calligraphiées à la main, une bougie centrale qui scintillait comme si elle avait été chorégraphiée. Tout était parfait. Dehors, ses parents étaient arrivés juste avant 18 heures. Lorraine et Mitchell, habillés comme s'ils attendaient les caméras, sa mère en blanc hivernal, les cheveux laqués pour défier le vent, et son père en gilet gris avec des chaussettes assorties. Bianca entra ensuite, sans invitation, mais toujours attendue, vêtue d'une robe de satin rouge qui reflétait son ambition. Elle embrassa Delila sur la joue avec un « Joyeux Noël », ma belle, exagéré, et me fit un signe de tête comme si j'étais un serveur à un événement auquel elle ne tenait guère. J'ai joué mon rôle, salué tout le monde avec un sourire, servi du vin, engagé la conversation sur la circulation, la météo, la hausse du prix du fromage importé. J'ai même ri en lisant l'histoire de Mitchell sur un accident de golf, même si je l'avais déjà entendu 2 fois. Mon sourire me faisait mal au visage. Mes mains étaient fermes tandis qu'il remplissait les verres. Pas une seule fois, elles n'ont tremblé. Personne ne s'est douté de rien. Le dîner était servi à 19h04. Je me souviens de l'heure car j'ai regardé ma montre au moment même où Delila tapait son verre avec une cuillère, attirant l'attention de tous avec cette élégance posée qu'elle avait perfectionnée. Avant de manger, dit-elle doucement, je veux offrir son cadeau à Adrienne. Son ton était mielleux. Son regard fuyait. J'ai vu l'étincelle d'anticipation dans l'expression de Bianca. La façon dont Lorraine se penchait en arrière, les bras croisés, comme si elle se préparait à l'impact. Et la façon dont Mitchell baissait les yeux sur sa serviette, presque coupable. Ils savaient, tous, que ce n'était pas qu'un cadeau. C'était un moment, une scène. J'étais le public, l'acteur, et la réflexion après coup. Delila passa la main sous sa chaise et en sortit une enveloppe couleur crème entourée d'un ruban doré, comme si la cruauté la rendait acceptable. Elle me la tendit par-dessus la table, un large sourire faux. Joyeux Noël, ma chérie. Je le pris d'une main ferme, fis glisser le ruban et l'ouvris. À l'intérieur, les papiers du divorce, imprimés professionnellement, signés par elle, datés à l'encre de son nom légal complet. Je parcourus la première page sans laisser mon expression changer. Le silence était palpable dans la pièce. Fork se figea en plein vol.
Personne ne respirait. Bianca me fixait comme si elle assistait au dernier acte d'une pièce qu'elle avait contribué à écrire. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, dans l'attente. Lorraine se pencha, affamée. Mitchell se frotta la nuque, visiblement mal à l'aise, mais peu disposé à intervenir. Et Delilah me regardait comme si elle avait déjà gagné, comme si elle pensait avoir enfin coupé l'herbe sous le pied de cet homme ennuyeux et fiable qu'elle était si lasse de prétendre aimer. Je pliai les papiers en deux, fouillai délicatement dans la poche intérieure de ma veste et en sortis une épingle. Je levai les yeux et croisai le regard de Delilah. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» demandai-je, non par faiblesse, mais par précision. Une dernière chance de la laisser se pendre avec sa propre corde. Elle rit. « Bien sûr, c'est trop tard. » J'ai cliqué sur l'épingle, signé proprement sur la ligne pointillée et remis les papiers sur la table. Puis, « Joyeuse fête », ai-je dit en souriant. Bianca cligna des yeux. Une fois, deux fois. Comme si son cerveau avait pris du retard sur la réalité. Delilah fixa la signature et, pour la première fois, son masque glissa. Juste une légère fissure, mais je la vis. De la confusion, peut-être même de l'inquiétude. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas supplié. Je n'avais pas protesté. J'avais juste signé. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai levé mon verre de vin et j'ai dit « à la liberté ». Mitchell s'est éclairci la gorge. Lorraine avait l'air irritée, comme si je n'avais pas suivi le script. Bianca se pencha en avant, la voix basse et trop douce. C'est tout. Pas un mot, pas de réaction. Je me suis tourné vers elle. Je lui ai donné ce qu'elle voulait. Ça semble être la seule chose respectueuse à faire. Delilah tendit la main vers les papiers, les mains plus serrées. Moins gracieuse. C'est ça, répéta-t-elle. Sa voix avait perdu de sa chaleur. Ce n'était pas une question. C'était de la déception. Je haussai les épaules et pris une autre gorgée de vin. C'est ce que tu espérais, n'est-ce pas? Que je m'effondre, que je pleure, que je fasse une scène. Je laissai le silence s'installer. Je ne suis pas d'humeur à jouer. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Personne ne parla. Le feu crépitait derrière nous. Dehors, le vent hurlait un peu plus fort, mais dans la salle à manger, on n'entendait que le lent dénouement d'un plan qui ne se déroulait pas comme prévu. Delilah regarda Bianca, et dans ce regard se lisait une question qu'aucune d'elles ne voulait formuler à voix haute. Pourquoi ne nous a-t-il pas combattus? Parce que je n'en avais pas besoin. Je me penchai près de ma chaise et déposai sur la table une petite boîte enveloppée de papier noir mat et nouée d'un ruban rouge sang. Je la poussai vers Delilah. À ton tour, dis-je. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Le mien est un peu plus attentionné. Elle hésita, puis dénoua le ruban, retira le papier et ouvrit la boîte. À l'intérieur, un dossier relié en cuir, d'un brun profond, doux au toucher. Je la regardai ouvrir lentement. La première page, sa signature sur une serviette à cocktail, maintenant numérisé, horodaté et imprimé à côté d'une attestation de vérification. Derrière, se trouve une reliure renforcée et certifiée conforme au contrat de mariage. Elle tourna une autre page, puis une autre. Puis arrivèrent les reçus, les captures d'écran, les emails, les factures d'hôtel, les messages de ses partenaires de réseau, les photos d'elle et maçonne, horodatées. Tous obtenus légalement, tous admissibles. Le silence qui suivit ne fut pas paisible. Il rugit. Bianca pâlit. Les yeux de Lorraine passèrent du document à Delilah. De Delilah à moi. Mitchell semblait vouloir s'évaporer. Delilah referma le dossier. Ses mains tremblaient. Tu as planifié ça, murmura-t-elle. J'ai fini mon vin. Je reposai doucement le verre. Non, je l'avais dit. Avant que quiconque puisse parler, avant que Delilah ne se remette de la douleur de ce qu'elle venait de déballer. Je posai mon verre et m'éclaircis la gorge doucement mais fermement. J'ai un cadeau pour toi aussi, dis-je d'une voix calme. Pas de venin, juste une certitude. La pièce se figea de nouveau, encore en plein milieu de la chute depuis que je lui avais tendu la boîte. Je regardais ses doigts planer au-dessus de la chemise en cuir fermée, comme si un nouveau contact risquait de la brûler. L'assurance qu'elle portait comme un parfum s'était évaporée pour laisser place à la panique. La bouche de Bianca était légèrement entr'ouverte. Sa fourchette toujours serrée entre ses doigts tremblants,
figée à mi-chemin entre son assiette. Même l'expression suffisante de Lorraine avait changé. Les commissures de ses lèvres s'étaient retroussées, confuses ou peut-être mal à l'aise. Mitchell regardait sa fille comme s'il ne savait plus qui elle était. Je me penchai sous la table pour récupérer un deuxième paquet, plus petit. Celui-ci, enveloppé dans du papier d'aluminium doré, avec un ruban noir soigneusement noué en nœud. Je le déposai délicatement devant Delilah, le faisant glisser sur le bois jusqu'à ce qu'il se retrouve devant son assiette intacte. « Vas-y, dis-je. Ouvre-le. » Son regard allait et venait entre le cadeau et la chemise qu'elle venait de refermer d'un coup sec. Sa main hésitait. Fini la bravade de tout à l'heure, la grâce de la femme de spectacle, la suffisance de celle qui se croyait seule aux commandes. Elle dénoua le ruban avec moins d'éclat cette fois, retira l'emballage et ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une seconde chemise, plus épaisse celle-ci, reliée en cuir, impeccable, et gravée de son nom complet sur la couverture. Ses sourcils se froncèrent. Elle la souleva lentement, ouvrit la couverture et tourna la page. Son souffle s'arrêta. C'était une compilation. Date, nom, reçu, capture d'écran, transcription vocale, photo, tout disposé avec précision. Des preuves de sa liaison avec Mason et quelques autres dont elle ne s'attendait visiblement pas à ce que je sois au courant. Il n'y avait ni récit, ni accusation, juste des preuves, chronologiques, vérifiées, horodatées, accumulées au fil des mois. Elle feuilletait les pages plus vite, chaque tour plus frénétique que le précédent. Sa bouche formait des mots qu'elle n'osait prononcer. Sa peau était devenue pâle, ses mouvements saccadés, son aplomb autrefois exercé se défaisant. Bianca se pencha pour voir, et j'observai l'instant précis où son sang-froid se brisa. Son visage se vida de ses couleurs, ses lèvres s'entr'ouvrirent de panique, et elle repoussa légèrement sa chaise, comme si le dossier lui-même risquait de se précipiter sur la table et de l'accuser. « Adrien, dit finalement Lorraine d'une voix aigre. Est-ce vraiment nécessaire ? » Je me tournai lentement vers elle. « Oui, répondis-je. C'est absolument nécessaire. » Les mains de Delilah lâchèrent le dossier. Elle me regarda et, pour la première fois depuis des années, ses yeux ne trahissaient ni amusement ni ennui. Il exprimait la peur. Pas le genre hystérique et décomplexé, mais la lente et naissante prise de conscience que l'homme qu'elle avait moqué, sous-estimé et rabaissé avait observé la scène en silence tout le temps, préparant, calculant. « Ce n'est pas admissible, dit-elle à voix basse. Je me penche légèrement en avant. En fait, tout est obtenu légalement. Pas de messages interceptés, pas d'enregistrement réalisé sans consentement. Tout est étayé par des horodatages, des métadonnées et des références croisées. Mais ce n'est pas pour ça que c'est là. Ce n'est pas pour un tribunal. C'est pour vous. Pour que, lorsque vous quitterez cette table, il n'y ait aucun doute sur ce que c'était. » Sa mâchoire se serra. Elle ne toucha plus au dossier. Je reportai mon regard sur Bianca. « Et vous ? Je ne vous ai pas oublié. » Ses yeux s'écarquillèrent, ses mains légèrement levées comme si j'allais l'accuser d'un crime devant un jury. « Je n'ai rien fait, pas vous ? » J'ai demandé, encourageant une femme mariée à trahir ses vœux, jubilant de ma réaction, me moquant de moi chez moi. « Ta voix est dans ces enregistrements. Bianca, tu lui as donné le scénario. » Je suis juste restée silencieuse le temps d'assister au déroulement complet de la pièce. Elle s'est tournée vers Delilah, la voix soudain cassante. « Tu m'as dit que ce n'était pas sérieux. Tu as dit qu'il signerait, pleurerait et déménagerait. Il était censé le faire. » Delilah a rétorqué. « Il n'est pas censé faire ça. » Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. Je suis restée assise là, immobile, impassible. « Je ne veux plus de la maison, » a-t-elle dit soudain. « Je vais m'en aller. » « Ce n'est pas nécessaire, Adrien. » J'ai incliné la tête. « Mais si. Tu as fait de notre mariage un spectacle. Je te dis la vérité. » Soigneusement enveloppé. « Tu as essayé de m'humilier ce soir. Ce n'est pas une vengeance. C'est la clarté. » Lorraine était furieuse, les mains sur les genoux, hésitant visiblement entre intervenir ou laisser sa fille saigner en silence. Mitchell semblait vouloir disparaître. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise lentement. J'ai signé vos papiers. Vous aurez ce que vous voulez, et j'aurai ce que je mérite. Delilah a ouvert la bouche, mais j'ai levé doucement la main. Encore une chose,
ai-je ajouté en plongeant la main dans mon manteau et en sortant une dernière enveloppe. C'est pour vos parents. Je me suis approché et je l'ai tendu à Lorraine. Elle m'a regardé comme si elle avait senti une odeur nauséabonde, mais l'a quand même prise. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, les lèvres pincées. Une mise à jour. Un document légal attestant de leur retrait de tout plan successoral, de toute structure fiduciaire et de toute clause de succession les concernant. En vigueur depuis le mois dernier. Les yeux de Mitchell s'écarquillèrent. Quoi? Vous étiez tous les deux nommés dans ces documents il y a des années, quand la famille comptait encore. Considérez ceci comme votre avis de dissociation officielle. La pièce a de nouveau sombré dans le silence. J'ai regardé Lorraine ouvrir l'enveloppe, parcourant les lignes avec l'horreur de quelqu'un qui consulte sa propre nécrologie. Delilah regarda sa mère et moi, muette. Bianca avait déjà commencé à rassembler ses affaires. Je me retournai pour partir. Tu as semé la zizanie à un dîner de fête, dis-je par-dessus mon épaule. Tu t'attendais à une performance. Tu as eu droit à une présentation. Je sortis de la salle à manger tandis que la première assiette claquait contre le parquet, une main tremblante juste assez pour lâcher prise. Je ne bronchais pas. Je ne me retournais pas. Le cadeau que je leur avais offert n'était pas dans une boîte. Ce n'était ni le dossier ni les documents. C'était la vérité, sans filtre. Je leur avais donné exactement ce qu'ils méritaient, ce que personne dans cette pièce n'attendait de moi, le contrôle. Et je n'avais pas besoin d'élever la voix pour le leur dire. Tu as tout planifié, avait murmuré Delilah à cette table, la voix à peine chevrotante. Je me souviens encore de ses doigts tremblants contre le pied de son verre de vin. Je n'avais jamais vu ses mains trembler auparavant. Ses mains bougeaient avec la confiance de quelqu'un qui croyait que le monde lui céderait toujours. Ferme, assuré, cruel s'il le fallait. Mais pas cette nuit-là. Cette nuit-là, ses doigts l'avaient trahi. Non, dis-je calmement, délibérément. Tu l'as fait. Les mots résonnèrent avec force. Ni fureur, ni vengeance, juste une vérité silencieuse et incontestable. Et il y a quelque chose dans la vérité qui ébranle les gens comme aucune accusation hurlée ne le pourrait, surtout ceux qui croient contrôler tous les récits. Je me levai lentement, repoussant ma chaise sans hâte. Le bruit du bois raclant le sol était aigu dans le silence. Personne ne dit un mot. Même Bianca, qui d'habitude remplissait le silence comme un réflexe, resta figée. Je voyais bien que son visage n'était toujours pas rouge. Lorraine avait ce regard amer qu'elle avait chaque fois que la réalité contredisait ses suppositions. Mitchell, comme Mitchell, fixait sa fille comme s'il voyait enfin la femme qu'il avait contribué à élever sans limite. Je fouillai dans la poche de mon manteau et en sortis 2 enveloppes. Simple papier craft, sans ruban cette fois, sans noter à trop, juste de la substance. Je contournai la table, passai devant l'assiette maintenant froide de Delilah, puis croisai Bianca, qui refusait de me regarder dans les yeux, et m'arrêtai devant Lorraine et Mitchell. Je tendis une enveloppe à chacun d'eux. La main de Lorraine resta suspendue une seconde avant qu'elle ne la prenne, comme si elle craignait que le papier ne morde. « Qu'est-ce que c'est que ça » lança-t-elle sèchement, essayant de se ressaisir. « Clarté » répétai-je. Elle ouvrit l'enveloppe, parcourut la lettre et se raidit sur sa chaise, comme si elle avait été frappée. Ses lèvres remuèrent légèrement, mais aucun son n'en sortit. Je me tournai vers Mitchell, qui ouvrit la sienne plus lentement. Sa bouche resta légèrement entr'ouverte pendant qu'il lisait, puis se referma, puis se rouvrit. Finalement, il leva les yeux et dit « Vous nous avez retirés. » Oui, j'ai croisé son regard, fixé sur le testament, sur la fiducie, sur chaque clause des documents de propriété et d'héritage en vigueur depuis le mois dernier. Lorraine releva brusquement la tête, les yeux flamboyants. « Tu ne peux pas faire ça. » Nous. Tu étais. J'ai interrompu. Tu faisais partie de nos plans successoraux. À l'époque où je pensais que cette famille respectait l'héritage, tu étais assise à cette table et tu regardais ta fille me remettre les papiers du divorce comme si c'était un tour de passe-passe. Tu le savais. Tu l'as aidé à répéter. Et Bianca, je me suis retourné et elle a tressailli. Tu as parié sur ma réaction. Aucun de vous n'a pensé une seconde que je regardais, que j'écoutais, que je me préparais. Et maintenant, tu veux parler de ce que je peux ou ne peux pas faire. Delilah se leva, trouvant enfin sa voix. Tu es vindicative. Ce n'est plus une question d'équité. C'est une question de revanche. Non, dis-je d'un ton ferme.
C'est une question de correction, de rééquilibrage entre ce que j'ai donné et ce que j'ai reçu. Tu as pris une décision. Tu voulais partir. Tu as apporté les papiers. Tu as mis en scène l'instant. Je saisis simplement l'instant avec la précision qu'il mérite. Elle croisa les bras en me fusillant du regard. Tu essaies de m'humilier. Je secouai la tête. Non, Delilah, tu t'es infligé ça toute seule. Tu as fait de notre mariage un spectacle, et j'ai tout simplement refusé de jouer le rôle du mari en pleurs. Tu as joué sur mon silence. J'ai plutôt opté pour la stratégie. Bianca marmonna quelque chose entre ses dents. Peut-être une malédiction, peut-être une prière. Mais elle se leva et attrapa son manteau, visiblement incapable de supporter une seconde de plus. Je dois y aller, marmonna-t-elle en tâtonnant avec la bandoulière de son sac. Je n'ai pas signé pour ça. Non, dis-je sans la regarder. Tu as juste écrit le dialogue. Elle se figea devant la porte. La main sur la poignée. Delilah ne l'arrêta pas, Lorraine ne l'appela pas, Mitchell semblait juste soulagé de partir. Bianca se glissa dehors, la porte se refermant avec un léger bruit sourd derrière elle. Le bruit résonna plus fort que prévu. Je retournai dans la pièce. La table à manger, autrefois un centre de table de fête soigneusement dressé, ressemblait maintenant aux vestiges d'une bataille. Assiette à peine effleurée, verre maculé de rouge à lèvres. Les bougies vacillaient avec incertitude. Tout semblait immobile, étrangement immobile. Je réalisai que le bruit de la perte de contrôle n'était pas un cri. Ce n'étaient pas des assiettes cassées ni des voix qui s'élevaient. C'était ce silence épais. L'absence de défense, la prise de conscience que personne ne viendrait sauver celle qui se croyait intouchable. Delilah se rassit lentement cette fois, comme si le poids de la nuit la rattrapait enfin. Alors, que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle. Je la regardai sincèrement, et je ne vis pas la femme que j'avais épousée, mais l'écho de quelqu'un que j'avais aimé autrefois, une version d'elle qui n'avait jamais vraiment existé. Elle avait joué ce rôle avec brio pendant des années. Mais maintenant, assise là, sans son public, dépouillée du pouvoir qu'elle croyait lui appartenir par défaut, elle semblait perdue. Ce qui se passe maintenant, dis-je, est simple. Tu pars avec ce que tu as apporté. Ni plus, ni moins. Tu renonces à tes droits sur la maison. Ta signature confirme que les biens restent chez moi. Les comptes que tu croyais joints ont été séparés il y a des mois. Les documents juridiques ont été mis à jour et la fiducie dont tes parents pensaient qu'ils feraient partie. Cela aussi a été réécrit. Tout est comptabilisé. Tout est légal et tout est fait. Elle cligna lentement des yeux. Voilà. J'acquiesçai doucement. Voilà. Mitchell se leva, presque prudemment, comme si aller trop vite risquait de briser encore plus l'instant. Je pense qu'on devrait y aller. Lorraine ne protesta pas. Elle replia la lettre dans l'enveloppe d'une main bien moins gracieuse que comme d'habitude, je me levai. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Je la regardai, calme. Pour toi, peut-être pas. Mais pour moi, c'est fini depuis longtemps. Je lui donne juste la fin qu'elle mérite. Ils sortirent en silence. Pas d'au revoir. Pas de tentative de sauvetage. Juste les pas lents et lourds de ceux qui réalisaient enfin qu'ils n'avaient plus le dessus. Delilah resta assise. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle fixa simplement les bougies vacillantes comme si elle pouvait vaciller différemment si elle attendait assez longtemps. Je la laissai là, monter à l'étage, enlever ma veste, me laver les mains, enfiler des vêtements confortables, et pour la première fois depuis des années, j'entendis quelque chose que je n'avais pas entendu chez moi depuis une éternité. La paix. Le son du contrôle retrouvé par celui qui l'avait toujours mérité. Le lendemain matin ne ressemblait pas du tout à un deuil. C'était comme une réplique. Le calme se superposait à la poussière de quelque chose qui se tenait autrefois haut et fier, mais qui était maintenant fissuré. Et exposé. La lumière du soleil filtrait prudemment par les fenêtres, comme si elle-même n'était pas sûre d'être la bienvenue dans une maison qui avait été le théâtre d'une guerre. Mais j'étais déjà réveillé bien avant que les premiers rayons dorés ne touchent le sol. Je n'avais pas dormi, non pas par anxiété, mais parce que j'étais alerte. Un autre genre d'éveil. Celui qui survient après des mois de silence, quand la voix revient enfin et ne tremble plus quand on l'utilise. Delilah était partie. J'avais entendu la porte d'entrée se refermer doucement vers 3 heures du matin, comme si elle se souciait encore de ne pas me réveiller.
Ou peut-être ne voulait-elle tout simplement pas affronter ce qui l'attendait si je l'entendais partir. Elle n'avait pas fait ses valises. J'ai juste vérifié son téléphone, sa pochette, un manteau et ce sourire narquois qu'elle arborait depuis des années, maintenant fêlé et inutile. Elle séjournait à l'hôtel. Je savais lequel avant même qu'elle ne le choisisse. Le Crimson Downtown, élégant, raffiné, discret, celui-là même où 2 de ses retraites de réseautage avaient eu lieu. Je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas envoyé de SMS, je n'en avais pas besoin. Je l'ai laissé s'asseoir dans cette pièce, enveloppé dans du linge de maison, sirotant des lators de prix du room service, se demandant si l'image dans le miroir était encore récupérable. Mon téléphone a vibré peu après le lever du soleil. Bianca, bien sûr. Son nom a clignoté sur l'écran comme un avertissement désespéré. Je l'ai laissé sonner. Elle a réessayé 2 fois, puis une autre fois avec un autre numéro. Pourtant, je n'ai pas répondu. Elle n'avait plus rien à déformer. Quoi qu'elle veuille dire, ce serait de l'instinct de survie déguisé en excuse, ou pire, en déni. Ni l'un ni l'autre ne m'intéressait. J'ai préparé du café, une cafetière pleine, à la presse française, comme je l'aimais, pas comme elle le faisait avant. Diluée avec du lait d'amande et de la cannelle, elle n'a jamais nettoyé le filtre. Juste intense, propre, noir. Je me suis tenu à la fenêtre, sirotant ma tasse préférée, celle qu'elle avait autrefois jugée trop moche pour la laisser dehors, et j'ai regardé le givre fondre sur la vitre tandis que le soleil montait. La maison était silencieuse. Et pour la première fois depuis des années, ce n'était plus un silence inconfortable. C'était la paix, intacte, sans perturbation, sans condescendance bourdonnante en arrière-plan. Pas de froideur déguisée en emploi du temps chargé, juste ma respiration. Vers le milieu de la matinée, Marcus est arrivé. Mon plus vieil ami, mon avocat, mon miroir quand je ne me reconnaissais plus. Il n'a pas frappé, il est entré comme toujours, une pile de chemises manies et un sac de bagel à la main. Elle est au Crimson, a-t-il dit en posant tout sur le comptoir de la cuisine, classé sous son nom de jeune fille. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Il a plongé la main dans le sac, m'a lancé un bagel et a pris le tabouret en face de moi. Ça va? Je vais mieux que bien, dis-je. J'ai terminé. Il m'observa. Tu sais que c'était propre, chirurgical, sans aucun débris. Peu de gens peuvent faire ça. Elle voulait montrer, dis-je en haussant les épaules. Je lui tendis les documents. Marcus eut un sourire narquois, ouvrit un des dossiers et feuilleta une série de formulaires. Le transfert de propriété de la maison était déjà enregistré. Elle avait signé une renonciation sans même s'en rendre compte. La renonciation financière dont elle s'était moquée dans sa blague sur la serviette. C'est infaillible. On sera propriétaires exclusifs d'ici la fin de la semaine. La fiducie est sécurisée. Le testament est mis à jour. Ses parents ne verront aucune trace. J'acquiesçai de nouveau, plus lentement cette fois. Merci. Il se pencha en arrière. Tu sais, je t'ai regardé pendant des années faire comme si son manque de respect ne te touchait pas. Je pensais que tu étais peut-être trop passif, mais tu ne dormais pas. Tu jouais à un jeu plus long. J'ai laissé les mots reposer avant de répondre. Je ne jouais pas. Je survivais. Il hocha la tête. C'était pareil parfois. On n'a pas beaucoup parlé après. Ça. On n'en avait pas besoin. Marcus est resté 1 heure, à examiner les derniers papiers, puis est parti sans tambour ni trompette. Juste une bonne poignée de main sur mon épaule et un appel si elle commençait à inventer des histoires. Elle finirait par le faire, mais ce n'était plus mon problème. À midi, j'avais changé les serrures. Pas par dépit, ni par irrévocabilité. Elle ne reviendrait pas sans permission, et certainement pas avec une attitude qui supposerait qu'elle possède encore une part de moi. J'ai parcouru les pièces, faisant l'inventaire non pas de ce qu'elle avait laissé, mais de ce que j'avais regagné. Mon espace, mon temps, mon souffle. Dans la chambre d'amis, j'ai peint les murs. Une nouvelle nuance de vert, profonde, audacieuse, masculine, une couleur qu'elle avait un jour qualifiée de trop froide pour la compagnie. J'y ai trouvé le calme. J'ai déplacé un fauteuil devant la fenêtre, j'ai fait apparaître une étagère de livres qu'elle avait emballés des années auparavant pour faire de la place à ses œuvres marquantes. J'ai rempli cette étagère d'histoires que je n'avais pas eu le temps de terminer. Et à côté, j'ai placé les cahiers noirs, ceux du garage, des journaux intimes qui avaient conservé ma douleur, ma vérité,
ma clarté. Non pas comme des trophées, mais comme des rappels. J'ai installé une nouvelle machine à café, celle dont elle disait que nous n'avions pas besoin. Trop chère, trop encombrante. Nous ne sommes pas des baristas, Adrien. Je l'ai achetée quand même. Je l'ai installée dans la cuisine comme une petite rébellion qui sentait le café frais et la liberté. J'ai supprimé nos playlists partagées, je l'ai retiré de mes comptes de streaming, j'ai récupéré mes mots de passe, j'ai effacé son nom de tout sauf des papiers de divorce, où il était désormais gravé à jamais à côté du mien. J'ai même vidé le placard, donné les robes de cocktail qu'elle avait laissées, mis en boîte les talons dont je savais qu'elle ne regretterait pas, et gardé la seule veste en cuir qu'elle me volait avant que tout ne devienne aigre. Elle ne sentait plus son odeur. Elle sentait mon odeur. Le seul message qu'elle m'a envoyé ce jour-là est arrivé vers 15h47. Pour les mots, on devrait bientôt se parler. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une vague supplication pour un non-dit. Je n'ai pas répondu. J'ai archivé le message, marqué, je l'ai mis dans le dossier juridique et je suis retourné ranger mon bureau. Ce soir-là, j'ai allumé un feu dans le salon, rien que pour moi. Pas d'invités, pas de spectacle. J'ai éteint tous les plafonniers et regardé les flammes danser contre les murs où nous avions l'habitude de nous disputer. J'ai tiré une couverture sur mes genoux, celle qu'elle n'aimait jamais parce qu'elle ne s'accordait pas avec la décoration, et j'ai siroté un whisky qui avait vieilli plus longtemps que notre mariage. Je ne faisais pas la fête. J'exhalais. Mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu cette fois, probablement Bianca. Peut-être sa fiancée, quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Je n'ai pas répondu. Le monde qui essayait de me briser n'avait plus accès à moi. J'étais derrière un portail, désormais construit non pas sur l'amertume, mais sur des limites. Dehors, le vent hurlait contre le bardage. Les guirlandes lumineuses du sapin scintillaient à travers les fenêtres de devant, clignotant toujours en rouge et blanc, même après tout ce qui s'était passé. C'était étrange. Les fêtes de fin d'année continuaient après une telle rupture. Mais après tout, peut-être que ce n'était pas étrange du tout. Peut-être que c'était approprié, un moment de déblaiement, de fin et de commencement. Je fixais le feu et écoutais le crépitement du bois, le sifflement du vent, le bourdonnement discret d'une maison qui reprenait son rythme. Pas de pas, pas de rires aigus dans la cuisine, pas d'insultes volées enveloppées de soie, juste de l'espace, juste du silence, juste le mien. Quand les flammes se sont éteintes, j'ai réalisé quelque chose auquel je n'avais pas osé croire depuis des mois. Je n'étais pas brisé. Je n'avais même plus de bleu. Ce qui avait explosé, ce n'était pas moi. C'était l'illusion, la façade. Et maintenant que les débris étaient dégagés, il ne restait que quelque chose de solide, de stable, quelque chose qui ressemblait terriblement à la paix. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas préparé à la suite. Je l'ai accueilli avec joie. Cela faisait 6 mois que Delilah m'avait tendu les papiers du divorce comme un cadeau de plaisanterie et qu'elle s'attendait à une performance. 6 mois que j'avais signé mon nom, souri et changé le rythme de la pièce à jamais. Les gens parlent encore doucement, parfois. Curieusement, parfois avec pitié, parfois avec une étrange révérence, comme s'ils commençaient seulement à comprendre que calme ne signifie pas faiblesse, que silence ne signifie pas capitulation. Bianca a essayé la première. Bien sûr, elle l'a fait. 2 semaines après que tout se soit effondré, elle s'est lancée sur les réseaux sociaux avec cette fausse désinvolture qui lui est propre. De longs messages sur la loyauté et la manipulation de la vérité. Pas une seule fois elle ne m'a nommé, mais elle n'était pas obligée de le faire. Les sous-tweets, les légendes cryptiques, les captures d'écran dénuées de contexte. Tout était là. Elle a essayé de façonner l'histoire comme si c'était elle qui avait été lésée, comme si elle avait simplement été une amie prise entre deux feux. Mais elle a sous-estimé l'appétit d'Internet pour les reçus. Les gens ont posé des questions. Les gens se sont souvenus de ses rires sur les vidéos, de ses commentaires sur les photos, de ses fanfaronnades autour d'un verre de vin. Puis quelqu'un, probablement un membre de l'entourage de son fiancé, a divulgué une partie du mémo vocal que j'avais soumis légalement à mon avocat. Celui où elle plaisantait en pariant que je pleurais. Son fiancé l'a quittée 3 jours plus tard. Après ça. Discrètement, avec un camion de déménagement et une déclaration qui disait tout sans mots. Je ne reconnaissais plus la femme que j'avais accepté d'épouser. Je n'ai pas fêté. Je ne me suis pas réjoui. J'ai juste archivé l'article, je l'ai classé et j'ai continué ma journée. Delilah a appelé une fois,
un numéro que je ne connaissais pas. Elle n'a pas laissé de message vocal. Je n'ai pas rappelé. Que dire? Elle a eu la manche qu'elle avait orchestrée et j'ai eu la part que j'avais méritée. Tout le reste n'était que bruit. Maintenant, mes journées sont simples. Je me lève tôt, non pas par obligation, mais par envie. Je prépare du café avec cette machine hors de prix dont elle disait que nous n'avions pas besoin. Elle moud des grains frais grâce à un logiciel et emplit la cuisine d'une chaleur que je n'avais jamais ressentie lorsqu'elle y était. Je m'assois près de la fenêtre de la chambre d'amis verte que j'ai transformée en coin lecture. La lumière du matin y pénètre à flot, sans obstruction, honnête. Je lis à nouveau. De la fiction, de l'histoire, tout ce qui me rappelle l'immensité du monde en dehors de la version à laquelle j'ai dû survivre. Le soir, je cuisine de vrais repas, des plats dont j'avais oublié depuis longtemps comment les savourer, car elle insistait toujours pour qu'on mange au restaurant ou qu'on commande quelque chose qui avait fière allure sur sa story Instagram. Maintenant, ce sont des légumes rôtis assaisonnés. La première fois, j'ai fait du banana bread, un steak cuit à point sans hésiter. Ça a comblé mon besoin de perfection et d'or. J'ai même appris à cuisiner. J'ai continué comme ça. Parfois, je m'assois sur la véranda avec un verre et je laisse la nuit s'installer. Les voisins me saluent de la main, certains savent, d'autres non. Peu importe. Je ne suis plus l'homme dont on parlait à voix basse. Je ne suis pas une rumeur. Je ne suis plus son mari. Je suis juste redevenu Adrien. Et c'est largement suffisant. Il y a quelqu'un de nouveau, pas un remplaçant, une présence. Elle s'appelle Élise. Nous nous sommes rencontrés à la librairie du coin. Elle se disputait avec le vendeur à propos d'un exemplaire manquant d'un recueil de poésie. Je suis intervenu et lui ai proposé le mien. Elle a souri comme si elle était sincère. Nous avons